Maraka, qui est coprésidente de la FUB, la Fédération Française des Usagères et des Usagers de la Bicyclette. Adrien Chaud, notre président de Villevoix à vélo. Et M. Jean Balouet, qui est responsable de transport de la CAGV. C'est ça. Donc, pour commencer, on pense peut-être juste déjà faire un petit tour de vos réactions à chaud sur ce documentaire, juste brièvement. Je vais commencer le documentaire. Pour moi, la première, j'ai l'impression vraiment d'utiliser les mêmes mots. 45 ans après, pour les plaidoyers que je fais en ce moment pour voilà, une France cyclable, c'est toujours étrange voilà, de retrouver toutes la ville à pédales, le trafic qui transite, toutes ces choses-là. Mais eux, ils avaient déjà ça tout en tête il y a 45 ans. Et la deuxième chose, c'est vraiment de voir qu'il n'y a rien à voir avec l'ADN, avec les territoires, que ce soit plat ou pas, mais que ça vient vraiment du fait que la mobilité, c'était un enjeu politique très fort pour à l'époque, et que chez nous, c'est toujours pas le cas. Et voilà, ça c'est ma réaction. Moi, ma réaction à chaud, c'est que c'est un film qui est très inspirant, parce que fondamentalement, en fait, on pense que les Pays-Bas, ça a toujours été la patrie du vélo. Et en fait, on se rend compte que dans les années 70, les Pays-Bas, ça allait être la même chose que la France. C'est-à-dire raser des quartiers pour faire des autoroutes, développer la ville autour de la voiture. Et fondamentalement, il aura fallu que quelques décennies pour changer complètement la vision, la façon dont eux ont vu leur ville. Et donc à la fin, c'est inspirant en fait pour nous, en associatif, Villevoix à vélo, enfin toutes les associations de la pub, pour se dire qu'en fait les Pays-Bas, c'est pas juste un pays qu'on ne pourra jamais atteindre, dont on ne pourra faire que rêver. Ce qui se passe aux Pays-Bas, ça doit être une inspiration pour la façon dont nous, on veut voir les villes, on veut voir nos villes se refaçonner pour les piétons, pour les cyclistes, pour une ville, comme ils nous disent dans le film, pour une ville qui soit plus vivable, qui soit beaucoup plus agréable à vivre. Bonsoir. Alors, je voulais tout d'abord excuser le président et la vice-présidente qui malheureusement étaient retenus ce soir par d'autres obligations et qui auraient vraiment aimé venir. Je crois que la vice-présidente, la capitaine Prévost, n'a pas raté une assemblée générale de l'association depuis un moment. Et le président sera à vélo les demain matin sur la randonnée et la fête du Tour. Ouais. Je dirais que finalement ce film peut à la fois nous inquiéter. Alors je ne le connaissais pas, hein. Moi je ne l'avais pas vu, je le découvre ce soir, donc j'ai peut-être un peu moins de recul. Il peut nous inquiéter et à la fois nous rassurer, parce qu'on se rend compte qu'il partait de très loin aux Pays-Bas. Dans une situation qui pouvait être la nôtre dans les années 70 avec un autre état d'esprit, et que finalement ils y sont parvenus, ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés alors que chez eux les mentalités n'avaient pas encore évolué. Je pense que, à la différence de ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que chez nous la prise de conscience, elle est en train d'avoir lieu, elle a déjà eu lieu, et on part de moins loin au niveau de l'état d'esprit. On est toujours dans des territoires qui sont très auto-centrés, mais contrairement à cette époque-là, on en est très conscient, et on est très conscient du problème que ça pose. Donc, on est dans une autre dynamique, à mon avis, c'est qu'on est en train d'essayer déjà de lutter contre ce phénomène, d'essayer de faire en sorte que les choses puissent changer. Mais je pense que c'est vraiment aussi une des différences. On s'aperçoit que c'est pas un long fleuve tranquille, que ça n'a pas été facile pour eux, que ça a été dur, et on sait que pour nous aussi. Mais voilà, moi c'est cet état d'esprit que je trouve qui est plus le même du tout qu'au début. Ouais. Très bien. Alors on va commencer par une petite série de questions et puis après on échangera aussi avec vos questions dans le public si vous en avez. Donc pour commencer, Céline,
je m'adressais à toi par rapport justement à l'histoire des Pays-Bas, ce qu'il nous apprend dans ce film. Comment tu penses, toi, qu'on pourrait adapter justement cette histoire-là à nos contextes et notamment à nos territoires ruraux pour justement aller dans ce sens du développement du vélo? Je vais pas directement de la note vélo rural. Je balance. Alors, moi déjà, la chose que je voudrais dire, c'est que j'entends quand j'entends l'histoire des Pays-Bas, comment ils sont restés cyclables, parce que c'est pas qu'ils sont devenus, il y a eu une bifurcation. En France, on a pris un chemin et eux, ils en ont pris un autre, donc ils sont restés cyclables, ils sont devenus encore plus cyclables. C'est le fait qu'en gros, il y avait vraiment une envie de tester. Ça revient souvent, l'expérimentation. Ils sont très pragmatiques. C'est quelque chose qui, il y a comme, ils sont très capitalistes, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas du tout chez eux. Voilà, la santé, ça marche pas. Ça coûte 850 € de garder un enfant un jour et demi en garderie. Ça, c'est parce que j'ai des amis et des collègues qui sont là. Donc, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas penser que le fait d'être cyclable fait que toute la société des Pays-Bas, elle est une société centrée sur l'humain et sur le citoyen et la citoyenne. C'est pas du tout. C'est vraiment un choix pragmatique. On est un petit pays. On n'a pas beaucoup de place. Cette place, elle ne peut pas être forcément prise par la voiture. De se poser les bonnes questions, de se dire combien ça coûte les parkings. Et après, intégrer les réponses à la question et en faire quelque chose. Finalement, ils sont vraiment très pragmatiques. Et ça, c'est le problème en ce moment que moi, comme plaidoyer national Légion en France, c'est on sait certaines choses. On sait que, par exemple, au niveau de la sédentarité, les impacts sur la santé, les impacts sur l'économie, il y a plein de choses. Mais finalement, pour l'instant, c'est comme on reste sur un dogme. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à franchir en disant, bon, là, il faut y aller. Et c'est pour ça aussi que c'est super intéressant que maintenant l'État a lancé cette histoire de appel à territoire cyclable. C'est l'idée vraiment de ce qu'on vient de voir, qui s'est passé à Delft, à Rotterdam, c'est qu'ils ont osé faire des tests et se tromper ou pas. Donc là, ils n'en parlent pas dans le film, mais il y a pas mal de gens hollandais qui m'ont dit, nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur de tester et du jugement de l'autre. Et ça, c'est quelque chose quand je parle avec des élus, souvent ils me disent je voudrais tenter, mais après l'autre personne, si je me trompe, qu'est-ce que ça va se passer? Et eux, ils ont osé tester. Et donc nous, en ce moment, on a une note de position du vélo hors agglomération, on l'appelle vélo rural, vélo champêtre, vélo des champs, vélo des bois, on a plein de petits noms. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on a 1 100 000 kilomètres des routes en France, et on a 50 000 kilomètres d'aménagement cyclable de bonne ou mauvaise qualité. Voilà, je ne veux pas dire les types de la qualité. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on peut voir ça comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de positif, parce que ce réseau est extrêmement redondant. Surtout dans la ruralité, il y a énormément de redondance, ça veut dire qu'on peut aller d'un point A à un point B, plein de façons différentes en voiture, pour l'instant. Et donc, l'idée de la note de position vélo rural et la fugue, c'est de se dire, il faut maintenant, parce qu'on est déjà en retard, on ne peut pas continuer à accumuler du retard. On sait que maintenant, il faut réduire les émissions à gaz à effet de serre, qu'on a des problèmes de santé, des gens, alors il y a tout un problème social. Genre, certains moments, ils vont devoir décider est-ce que je me chauffe ou je me déplace pour aller au travail. Et donc ça va des choses de plus en plus s'empirer dans les années qui viennent, le coût du transport, ça on le sait. Et donc l'idée, c'est de vouloir aller vite, mais quand même assurer la sécurité des cyclistes et avec l'idée de se dire où passent les voitures, où passent les transports en commun, où passent les pédants, où passent les vélos et hiérarchiser pour chaque morceau de voirie. Est-ce que c'est de la voirie de passage principal, secondaire ou de dessert pour les vélos, les transports en commun et la voiture, et après dire certains rues, on va peut-être les fermer au trafic de transit, on va le laisser aux riverains, aux engins agricoles et aux piétons et aux vélos.
Donc on va se dire, mais on peut pas peut-être aller partout en voiture s'il y a de la redondance dans la voirie, au lieu de faire des nouvelles pistes cyclables, ça va coûter cher et il n'y a pas forcément toujours l'ingénierie pour le faire, surtout en ruralité. Il n'y a pas l'argent et on ne va pas aller dans un endroit où, voilà, dans un temps où il y a encore plus d'argent pour faire des pistes cyclables. Donc, plutôt utilisant la voirie qu'il y a. On l'a entendu, et eux l'ont fait au niveau des villes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on le fasse dans le milieu rural, utiliser la redondance. Voilà. Je pense que là, concrètement, pour donner un exemple, il y a un exemple très proche ici. Pour aller de Casseneuil à Saint-Livrade, il y a la grande route départementale que les gens prennent en voiture, et à vélo, il y a la route, certains la connaissent peut-être, qui longe le Lot, l'ancienne route des bergers du Lot, qui à des endroits, le Lot l'a mangé, l'a grignoté sur les rives, et du jour au lendemain, le trafic automobile a quasiment disparu parce que seuls les cyclistes et les piétons peuvent l'emprunter à quelques endroits. Les riverains, ils ont toujours accès à leur domicile en prenant des routes perpendiculaires, mais il n'est pas possible de suivre en voiture les berges du Lot, alors qu'en vélo c'est possible. Et là, clairement, c'est une route c'est pas une voie verte, mais c'est une route qui est cyclable. C'est une route où là, on l'a prise tout à l'heure pour aller de Casseneuil à Saint-Livrade, on a vu deux voitures à tout casser. Je prenais plutôt le filtre modal naturel. Ça, c'est génial. Je pense que je vais faire plein de publications sur la nature. Elle a des cyclistes à répondre à la place. Mais ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'éviter les raccourcis malins. Et en plus, c'est aussi une question de sécurité pour les riverains. Souvent, ça marche. Les riverains, au début, ils sont pas contents. Et après, c'est disent, tiens, mais finalement, il n'y a plus de bruit, j'ai plus les gens qui roulent vite, et mes enfants, ils peuvent à nouveau la jouer sur la route, etc. Alors, on va peut-être avancer un petit peu aussi. Voilà, pour les aménagements, donc il y a des choses à faire, il y a déjà aussi l'existant à exploiter. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, quel est votre avis sur le fait que justement ce développement il n'est pas optimal, et quels sont les freins aujourd'hui au développement de la sécurité de notre territoire? Freins au développement. Bon, effectivement, alors sur certains aspects, il y a forcément des freins qui sont d'ordre financier, puisqu'on demande aujourd'hui aux collectivités locales et territoriales de financer, et on a vu d'ailleurs dans le film, c'est une question qui est abordée actuellement, de financer finalement la majeure partie de ces investissements, quand investissement il y a. Donc il faudrait avoir conscience que les collectivités locales toutes seules ne font pas tout, et que l'État, du coup, puisqu'on est quand même sur des plans nationaux, doit prendre sa part. Donc l'État le fait à travers les appels à projets, mais qui sont quand même une structure qui peut parfois être compliquée à saisir pour des petits territoires, parce que l'État souvent aussi met des seuils minimums sur certains projets. Et typiquement, on en parlait tout à l'heure, les grands axes existent, on a des points noirs le problème c'est la continuité des itinéraires. Travailler la continuité, c'est travailler des fois sur des petites choses, mais de nombreuses petites choses, et qui finalement, mises bout à bout, deviennent de gros projets, mais sur des espaces différents. Donc, et là, on n'a pas forcément de système d'aide très efficace sur ces points-là. Donc là, c'est à chaque collectivité de se prendre en main. Voilà. Donc le problème financier, pour vous, c'est le frein majeur, en fait. Sans l'État, oui. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je pense justement que les mentalités ont évolué. On n'est plus comme il y a quelques années dans un nom qui était au départ frein massif sur le développement du vélo. On disait non, la première chose c'est la voiture, et c'est des raisonnements qui ont duré des années. Et je crois qu'aujourd'hui, tous s'accordent pour rendre au vélo et aux mobilités actives en général, parce qu'on parle du vélo, on pourrait parler de la marche de la même façon, pour lui rendre sa place. Donc je crois que le frein est plus de ce côté-là, justement. Donc il est où? On parle notamment justement des problèmes financiers.
On est sur des budgets contraints, et on voit que ça s'est pas fait en un jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les projets se font, mais se font progressivement. On a un plan vélo à l'échelle de la nation qui est à l'horizon 2030. Donc, qui est prévu, qui est planifié, les opérations sont, si vous descendez, si vous avez pris le temps de le regarder, je crois qu'on est vraiment dans l'esprit justement de ce qui s'est dit là. Partager la circulation, avoir des solutions adaptées à chaque cas, c'est-à-dire que tout passe pas par des grands aménagements, par des pistes cyclables. Il faut regarder au cas par cas, les aménagements se font ponctuellement sur chaque point, mais ça prend du temps. C'est ce que nous a appris aussi ce film, c'est que ça a pris 40 ans, 50 ans, avec 2 pas en avant, 1 pas en arrière, beaucoup d'expérimentation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, et honnêtement, le fait d'arriver aujourd'hui nous permet et nous permettra de gagner beaucoup de temps. Moi, je vous donne pas rendez-vous dans 50 ans, mais donc déjà, on voit déjà aujourd'hui justement les fruits de ce plan qui a 2 ans. C'est ce qu'il faut remettre aussi en perspective, c'est qu'on est le plan, il est tout récent, et il donne déjà aujourd'hui ses premiers résultats. On voit des réalisations concrètes qui se mettent en place. On a une piste cyclable que vous verrez donc dans quelques jours à Villeneuve-sur-Lot, qui va permettre de relier le centre-ville au lycée. Voilà. Donc, voilà, les freins pour moi se lèvent et se lèvent vite et nous donnent beaucoup d'espoir. Pardon, mais c'est un projet ou c'est en voie de... C'est la piste cyclable Oui. pour le lycée. Ah, c'est plus qu'un projet, elle est pratiquement terminée jusqu'au parc François Mitterrand aujourd'hui. Tous les travaux que vous avez eus sur la route d'Agen, alors j'ai beaucoup entendu dire on refait la route d'Agen parce que le Tour de France arrive. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est des travaux qui étaient planifiés avant, qui sont intégrés dans le schéma directeur de l'AGLO et qui justement voient le jour aujourd'hui. C'est nos premières grosses réalisations. Et c'est important parce que c'est un axe justement qui fait partie d'un travail qui a été fait en commun avec le Loi Vélo, sur lequel l'association a beaucoup travaillé, a beaucoup œuvré, nous a beaucoup aiguillonné. Elle a rempli son rôle, hein, là on peut le dire. Mais du coup, on arrive aujourd'hui à voilà, dès cet été, on aura une piste cyclable. Alors en dur sur une bonne partie, c'est-à-dire jusqu'au parc François Mitterrand, en ce qu'on appelle en urbanisme tactique, en gros, du parc François Mitterrand jusqu'au lycée, tout simplement. Alors là aussi, pour des raisons, je dirais, quelque part bassement financières, c'est que dans quelques années, il est prévu, d'ici 1 ou 2 ans, de faire sur cette deuxième partie des travaux d'enfouissement, c'est-à-dire que toute la chaussée sera refaite. Donc il était évidemment pas... il était difficilement envisageable d'aller construire une piste qu'on aurait détruite dans un an ou 2. Donc, l'autre part, la fin du parcours se fera en urbanisme tactique, c'est-à-dire qu'on va mettre la peinture, des plots et sécuriser au maximum en attendant ce projet qui, de toute façon, est déjà dans les tuyaux. Pour reprendre la question, quels sont les freins ? Un exemple que montre le film, quand même, c'est le rôle clé que joue l'aménagement du territoire. Au début du film, il parle d'un pont, d'un viaduc qui a été construit en rasant des quartiers, et où le jour de l'inauguration, il propose au conseil municipal de le détruire. Ce qui est franchement absurde, hallucinant quand on regarde ça d'un point de vue extérieur. L'aménagement du territoire, ça joue un rôle clé parce que aux Pays-Bas, ils ont construit leur ville, enfin, ils ont remodelé leur ville de façon à ce que la voiture, ça soit pas le seul moyen de déplacement pour aller d'un point A à un point B. Ici, quand on est dans les grandes villes de bois, comme partout en France, on a construit des zones commerciales, bias, parasol, avec la vision initiale que les gens iront en voiture sur ces zones commerciales. Pareil à Nagenais, la zone green qui s'est construite pourtant il y a à peine une dizaine d'années, et elle a été construite dans la périphérie avec la pensée que de toute façon, pour y aller, on ira en voiture. Et ensuite, fondamentalement, les commerces sont allés du centre-ville vers la périphérie, ont suivi ce mouvement naturel, et aujourd'hui, il est bien difficile de s'imaginer faire revenir les commerces de la zone green jusqu'au centre-ville. Alors, commence à y avoir des démarches, Petite Ville de demain, grand quartier pauvre et de la ville, bref, plein de programmes, genre,
avec plein de beaux acronymes. Mais ça montre à quel point l'aménagement du territoire a joué un rôle clé. Aujourd'hui, en Lot-et-Garonne, mais comme souvent en France, la voiture, elle reste vue comme un moyen essentiel pour se déplacer. On n'a pas beaucoup de transports en commun, on n'a pas de train à Villeneuve, et en fait, à la fin, l'une des seules mobilités qu'il y a, c'est la voiture, et on pagaie, on rame, on doit prendre plus, on doit faire plus de choses pour faire en sorte que finalement le vélo et la marche soient de nouveau des alternatives crédibles, des mobilités crédibles pour nos déplacements. Oui. Non, quand même. Alors, justement, on parle de choses qui ont été faites à Villeneuve-sur-Lot, en tout cas, il y a des années. Et aujourd'hui, alors, on parlait d'urbanisme, je ne suis pas urbaniste à proprement parler, mais aujourd'hui, tous les documents d'urbanisme prennent en considération les mobilités, douces ou actives, et doivent le faire. C'est-à-dire que la loi aussi a changé. Je parlais d'état d'esprit, mais la loi aussi évolue. Et aujourd'hui, la planification, elle existe et elle doit prendre en compte toutes ces mobilités. Et c'est aussi une évolution. Alors, on ne reviendra pas sur les évolutions commerciales des années 80, 70, 80, 90, qui ont effectivement vidé nos centres-villes, ça, c'est fait. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'angle change. Et c'est ça qui est important, à et c'est ça qui, aujourd'hui, nous donne des billes pour avancer. Je veux simplement ajouter que nous, la FUC, on a vraiment dû batailler pour avoir ce plan vélo. Et c'est pas venu de nulle part. Et qu'on bataille pour qu'il reste là, parce que là, avec les coupes, 10 milliards par ici, 10 milliards par là, c'est compliqué. Donc déjà, de la part des associations, mais aussi des élus, il faut mettre en avant l'importance de ce plan vélo, parce que sinon, voilà, ça ne va pas forcément rester. Moi, je voudrais simplement dire que on est 45 années en retard, et donc on ne peut pas se permettre, je pense, d'attendre 10 ou 20 ans. On voit déjà que cette année, à nouveau, il y a presque pas, donc il y a une diminution de 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est plutôt conjoncturel. Voilà, sur le fait qu'il y a eu une hausse du coût du chauffage, donc les gens, ils n'avaient pas d'argent. Si ça, on le voit, on a co-signé avec le Secours catholique un rapport sur la mobilité rurale, et il y a carrément des signes alarmants de paupérisation et la ruralité en France, et ça va pas s'améliorant. Et donc pour nous, le mot tactique est sorti. L'idée vraiment de cet aménagement, donc on a aussi mis nos billets dans le chapitre 6 de guide de la direction des transports. C'est un peu notre idée de plan de circulation. C'est vraiment de faire. Nous, on n'a pas besoin forcément que ça soit beau, il faut qu'on soit en sécurité. Donc, si vous mettez des plots et que le plot marche, ben, ça, si vous utilisez une voie sur berge qui est à moitié mangée par le lot, si on est en sécurité, ça marche. Mais on peut pas attendre 10, 20 ans, parce que la situation ne va pas forcément s'améliorer au niveau à la fois du climat, mais aussi de la santé des jeunes, de notre porte-monnaie. Et donc, pour moi, c'est très important que la sécurité des cyclistes ça devienne une priorité, que la mobilité devienne un enjeu vraiment politique, chose qui n'est pas. Et ça a été aussi dit par le président du GART lui-même, donc c'est le groupement des autorités régulatrices des transports. Très bien, et je perds complètement mes mots aujourd'hui, je suis très très fatiguée. Et donc ça, c'est pas simplement les associations qui le disent, c'est aussi les personnes qui s'occupent des mobilités en France qui le disent eux-mêmes. C'est pas un enjeu national, et ça doit forcément le devenir, parce que sinon ça va s'imposer comme un enjeu par peut-être des moyens qui sont moins faciles à vivre. Pardon, juste une petite chose, parce que tout à l'heure, tu as parlé de
transport collectif à peu près absent sur la région. Je peux quand même pas laisser passer quelque chose comme ça sur un réseau où on a un réseau de bus gratuit qui fonctionne et qui, normalement, fait voyager à peu près 900 000 voyages à peu près par an aujourd'hui sur notre grand territoire du Villeneuvois, où on a développé notamment des liaisons entre Villeneuve, Casseneuil et Sainte-Livrade, où on développe beaucoup, on essaie pas mal de développer ce réseau vers les zones d'activité, justement pour mieux desservir les entreprises du territoire. Voilà, donc je voulais juste quand même rebondir là-dessus. Il n'y a toujours pas de train, mais bon. Mais on je garde le micro. C'est bon? Vous avez autre chose à vous dire? Non, c'est bon. Alors, un autre aspect qui était assez intéressant dans ce film, donc, on a bien vu les enjeux politiques, les luttes sociales et médiatiques aussi se croiser et vraiment être à l'origine aussi des gros changements qui sont établis aux Pays-Bas. Comment on explique qu'en France, cette dynamique-là n'est pas prise du tout? Peut-être Céline, tu as une idée sur la question. Quels ressorts aussi sociétaux permettraient justement de faire avancer dans cette direction aujourd'hui? Alors, moi, j'ai pensé, donc, en ayant vu ce film la première fois, j'ai dit pourquoi ça s'est pas passé. Donc, il y a quelque chose qu'ils ne mettent pas en avant dans le film, c'est que la crise a été vraiment un choc pour les Pays-Bas. C'est pas été comme en France, c'était un embargo, donc il n'y avait plus de fuel du tout. Et donc ça a été vraiment un choc dans le sens que, toujours pour cette pragmatisme, ils se sont rendus compte à quel point ils étaient dépendants du fuel et surtout de l'extérieur. Et donc ils se sont dit, il ne faut plus que ça se passe quelque chose de ce type à notre nation, qui était une nation quand même qui a eu aussi voilà, ils étaient quand même un peu partout, ils étaient à la Compagnie des Indes, ils avaient quand même une certaine fierté, et là ils se sont sentis profondément démunis, et voilà, la population ne pouvait plus faire ce qu'ils faisaient, ils pouvaient se chauffer, tout était basé sur le fuel à l'époque. Donc déjà il y a eu ça, qu'en France c'était pas exactement la même chose, parce qu'il y avait pas quand même eu un embargo, et il y a eu aussi, ça j'avais regardé les chiffres, ils n'avaient pas de limitation de vitesse. Donc il y avait une mortalité qui était, je pense, 10 fois ou 15 fois plus importante à l'époque. Voilà, il y avait une mortalité. Il y avait aussi des choses qui se sont passées. Donc cette journaliste qui était très connue, qui a eu sa petite fille tuée sur le chemin de l'école, et la semaine d'après, c'est pas dire le film, la semaine d'après, la deuxième fille a été blessée. Le mec il a complètement vrillé, et il a c'est vraiment commencé à se battre pour ça, et ça a pris énormément, et parce qu'il y avait un enjeu de sécurité sur les routes extrêmement importante, bien plus important. Il y avait pas, c'était de l'aménagement. Je pense qu'en France à l'époque les routes étaient vraiment mieux aménagées. Il y avait voilà, des choses plus qualitatives. La mort donc du fils d'un ministre, c'est quand même c'est des choses qui s'ajoutent. Et aussi, comme moi je dis, et je ne veux pas même me répéter, le fait qu'il y a vraiment des décisions qui sont pragmatiques. On teste, on tente, on fait des études, on regarde les résultats, on applique. Et eux, ils ont dû créer un référentiel. Nous, le référentiel, on peut le copier, le référentiel qu'ils ont aux Pays-Bas. Eux, ils n'avaient rien. Ils se dit, mais comment on va mettre des cyclistes, comment on fait? Ils ont réinventé, donc il y a eu plein d'expérimentations différentes. Et là, ils ont dit, finalement, moi, je trouve hyper intéressant comme scientifique le fait qu'ils aient coupé en deux la ville pour se dire, est-ce que ça marche vraiment de travailler sur le pont noir, ou finalement ça sert à rien de les aménager. Et voilà. Et après, ils ont fait des choses par rapport à ça de façon pragmatique, pour améliorer, pour finalement faire en sorte que leur société utilise au mieux l'argent. Ça, c'est quelque chose on voit un très beau pont blanc, c'est le pont du Trèfle,
c'est incroyable, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que ça allait geler probablement comme une tonne de jours par an et qu'ils ont fait donc une modélisation pour voir combien de personnes blessées ils pouvaient avoir sur ce pont et ils se sont dit tiens, on pense que on va mettre du chauffage, donc le pont est chauffé l'hiver. Vraiment très important, c'est qu'il faut certainement un choc, il faut que quelque chose se passe pour qu'on finalement se dise c'est pas 250 millions d'euros qu'on doit mettre par an vers le vélo, parce que le vélo, on sait que ça a vraiment des effets de bord très positifs et qu'on sait que par contre il y a toute la partie psychologique en France sur l'acceptation du risque de la voiture qui est incroyable. C'est-à-dire les gens ils se rendent pas compte à quel point la voiture elle est extrêmement dangereuse pour notre société. Donc il faut vraiment un choc où on regarde ces objets, le vélo et la voiture, l'aménagement du territoire autour de la voiture et l'aménagement du territoire autour du vélo de façon pragmatique pour se dire où on veut aller, vers quoi. Et donc c'est pour ça que je reviens toujours, c'est une vision politique, c'est éminemment politique, c'est un débat qu'on doit avoir et eux ils l'ont eu. Ils l'ont eu parce qu'il y a eu un choc qu'ils ont fait, c'était des années 70, là on est moins politisé, là il faut vraiment un débat sociétal, c'est ça qu'il faut. Très bien. Bon, je pense qu'on va passer aux questions parce que le temps tourne. Donc, si vous avez des questions dans le public. Ce n'est pas une question, c'est une constatation. On prend aussi les constats. Oui, je dis. Faites revenir les gens dans les centres-villes, les habitants, entre guillemets, qui travaillent, qui évoluent, dans les centres-villes, et vous verrez que peut-être le vélo repartira. Quand j'étais gamin, j'habitais intramuros à Villeneuve, et il n'a jamais été question que mes parents sortent de la voiture pour m'emmener au collège. On y allait en vélo. Il y avait tout ce moment de monter en vélo. Et j'ai, pas beaucoup ici, mais bon, tous mes copains, on se prenait les uns les autres, Pierre Indienne, le truc, le machin, tout. On montait 7, 8, 10, 12 vélos au collège. Le parking derrière au lycée, le lycée, le parking qui était derrière était consacré au vélo, il était gavé. Donc, mais nous avons déserté les centres-villes. J'habite maintenant à la campagne. Aller faire des courses en ville, je suis obligé de prendre la voiture. Je peux bien m'acheter un vélo cargo, ça serait faire rentrer dans l'air du temps. Mais en l'occurrence, ce n'est pas vraiment, vous allez chez un toubib, vous allez faire une prise de sang, vous avez tout est fait pour prendre la voiture. Tout est un argument pour avoir l'automobile. Ouais. Vous allez chercher 4 gâteaux, vous ne les portez pas sur le vélo. Donc si... Moi j'ai une petite question. Attendez, si je peux juste répondre, on répond un par un ou on fait le... Un par un, parce que sinon on va... Voilà. À Villeneuve, on a un territoire qui finalement est plutôt bien taillé pour le vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, le centre-ville a été déserté par ses habitants initiaux. Là, dans le film, on nous parlait du retour du vélo par la gentrification. C'est pas du tout notre schéma actuel. Donc, on fait beaucoup de travaux pour essayer de réanimer les centres-villes, de les rendre attractifs, mais on a, si je prends le centre-ville de Villeneuve-sur-Lot par exemple, l'isochrone vélo à un quart d'heure de vélo, c'est-à-dire la population qui est à un quart d'heure du centre-ville en vélo, je suis pratiquement à 28 000 habitants. Sur une agglo, oui, puisque la plus jeune, je prends toutes les communes en fait qui sont autour, sur une agglomération qui fait 47 000 habitants. Donc j'ai vraiment, même en termes d'habitat et de distance, la possibilité de développer le vélo. Même si une partie des habitants a effectivement fui beaucoup plus haut. Alors ça c'est l'argument numéro 1. Et l'argument numéro 2, c'est que quand même le vélo électrique et le développement du vélo électrique nous permet aussi d'agrandir les distances.
Donc là, je pars de l'isochrone un quart d'heure avec un vélo traditionnel. Après, s'il s'agit de monter à Pujol ou d'en descendre, certains le font aussi. Non, mais ça, c'est sûr que le vélo électrique offre beaucoup plus de possibilités, puisque nous ne sommes pas quand même aux Pays-Bas, le plat pays. Je peux dire un truc. Il y a du vent. Il y a un vent que c'est pire qu'une côte. Moi, j'ai passé beaucoup de temps aux Pays-Bas, parce qu'il est plat, et il y a du vent. Et quand il y a du vent, Je pense que la météo aux Pays-Bas nous donne beaucoup plus de difficultés que le relief chez nous. oui, vous n'avez pas des... Moi, j'étais dans les Cévennes, donc vous n'avez pas de relief. Non, mais c'est vrai qu'on n'en voit plus on recommence peut-être, je suis mauvaise langue, on recommence un petit peu à voir des jeunes, des gamins en vélo. Mais effectivement, à une époque, il n'y avait plus de gamins en vélo. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Déjà dans la froid. Patrick, on va laisser parler Thierry. Une question. Oui, est-ce que je me souviens encore de ma question? Non. Je confirme qu'aux Pays-Bas, le vent, c'est horrible. Je suis belge, la pluie, le vent, c'est horrible. Et bien investi dans le vélo sur la partie francophone du pays. Maintenant, les Pays-Bas, c'est un pays de l'Europe. La France, c'est un pays de l'Europe. La Belgique est un pays de l'Europe. Est-ce que, au niveau politique européen, est-ce qu'il y a des choses qui se font actuellement? Parce que ça, c'est quand même un point qui pourrait aider les pays. Nous avons eu Karima Deli, malheureusement elle n'a pas renouvelé donc, sa candidature, qui a apporté énormément de choses. Donc c'est sûr que maintenant on a un plan vélo, mais le problème c'est est-ce qu'après ça va vraiment avoir un impact. Ça c'est toujours la problématique des qu'est-ce qu'on fait après avec les envies et les lois. Il y a beaucoup de lois européennes qui finalement elles sont un peu zigzaguées, mises à part. Et c'est sûr que moi je pense que pour l'instant l'Europe elle nous envoie un peu des messages contradictoires. D'un côté ils ont envoyé un message très fort sur le vélo, aussi grâce à Karima Deli. De l'autre côté, il y a ce lobbying fort des méga camions. Pour l'instant, en France, on a réussi à dire non et qui, de le savoir, fait très peur au département. Donc, les l'association des départements de France est vraiment choquée par le fait qu'on puisse penser avec les coûts d'entretien des routes qui grimpent aussi à cause du changement climatique, qui donc de plus en plus d'inondations, de plus en plus d'éboulements et tout ça. Qu'on puisse mettre des méga camions sur leur route, ça leur fait très peur parce qu'ils ne savent pas où trouver l'argent pour réparer. On sait bien que le choc les camions ils arrachent carrément la route. Et des méga camions ils arracheront les routes. Donc c'est toujours il y a beaucoup d'injonctions de la part de l'Europe qui sont contradictoires. C'est pas que le national. Mais je ne sais pas si on peut pour l'instant, j'espère, mais vu que Karima Deli ça va pas là, est-ce qu'on aura quelqu'un de fort qui va porter quelqu'un. Elle croyait beaucoup. Et après, je dis une autre chose. Il y a la filière vélo qui s'élance en France. C'est possible, même s'il y a eu cette mauvaise chose pour le capitalisme, le fait que la vente de vélos est descendue cette année. Ça a un peu, comment dirais-je, refroidi le lancement de la filière vélo, mais il y a quand même une certaine compréhension du fait que le Made in France, il faut qu'il revienne, que le vélo il peut être produit localement et que ça peut donc ramener de l'argent localement dans la ruralité où il y avait on construisait, on faisait, on créait des choses. Peut-être qu'on pourrait créer des vélos. Donc voilà, il y a des choses positives au-delà du militantisme de faire des bicyclettes. Juste pour expliquer, les méga camions, en fait, c'est des camions tirés avec une remorque à l'arrière. C'est l'Union européenne, la Commission européenne qui souhaitait autoriser le fait d'avoir des remorques attachées aux camions afin de pouvoir transporter 2 fois plus de matériel avec un seul conducteur. Donc c'est juste pour expliquer. Ouais. Une autre question?
Et de faire pour les camions, faire un transport qui est sur les trains. Oui. Ils vont le faire. Oui. C'est tout le fret. toute la problématique du fret ferroviaire, bon, qui n'est pas traitée dans le film. Donc on va pas rentrer là-dessus, ça sinon on se dit ça encore jusqu'à minuit. De faire tous les pays de l'Est, passer la France, tout sur les trains. Les trains. Oui. En européen, c'est le château, ça ne pas. Alors, c'est juste pour vous dire que de Saint-Gilles-Rade par la voie verte, Villeneuve est à 25 minutes à peu près. Le Temple à 17. Font-Grave, pareil. Voilà, je le fais super régulièrement, donc la voie verte est très bien dans ce sens-là. Et puis, vous parlez du vélo, mais il y a aussi les vélos mobiles. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'inventivité de ce côté-là en fait. Donc il y a les vélos carénés, électrifiés, où on peut monter à 40 km/h, où on est protégé de la pluie. Et puis juste une citation aussi, je sais que chez Liban, on dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Oui, c'est vrai que sur toute la question des véhicules intermédiaires, on commence à voir l'innovation qui arrive dans certaines contrées. Là. À la FUB, il y a l'association IVD qui est basée à Millau, il me semble, qui travaille sur un vélo-auto qui est un hybride entre le vélo et l'automobile, qui peut rouler jusqu'à 45 km/h et malgré toutes les montagnes qu'il y a autour de Millau. Effectivement, tous ces véhicules intermédiaires, ils arrivent. Je ne sais pas si on en aura un demain sur la fête du Tour, mais on commence à voir déjà un peu à Agen. Ce sont des intermédiaires qui sont très pratiques justement aussi pour Patrick, pour monter sur les coteaux, pour juste aplanir les distances et aplanir le relief et allonger les distances. Tout ça, ce sont des autres possibilités de mobilité qui arrivent progressivement. Disons qu'à Villeneuve-sur-Lot, on est encore un peu loin. Une dernière question, peut-être, oui. Je voulais revenir sur l'aspect financier, qui apparemment est le principal frein au développement de la mobilité douce en sécurité. Typiquement, au centre-ville de Villeneuve, on fait encore des places de stationnement. Elles sont peut-être provisoires, je ne sais pas exactement le plan en tête. Mais l'investissement qu'on dépense au niveau du département, au niveau de la Comcom, en infrastructure pour les voitures, en parking, en route, en entretien des routes, il est colossal. Il n'y a plus de vignettes qui payaient les infrastructures jusqu'aux les années 99, je crois. Là, c'est les impôts de tout le monde qui payent les routes pour les automobilistes. Je ne suis pas exclusivement cycliste, je suis majoritairement automobiliste, je m'en sers pour travailler, j'ai besoin d'infrastructures pour travailler, mais l'argent, il est là, il est dépensé pour les automobilistes. C'est vraiment un choix de mettre l'argent à un endroit ou à un autre. Oui, alors, tout à fait, mais de plus en plus sur les projets, justement, est intégrée la vision cycliste et la vision mobilité active au sens large. Si on prend par exemple le projet des allées Georges Veil, on a réduit les voies de circulation et on a créé des pistes cyclables là où il n'y en avait pas du tout. On a créé des espaces piétons. C'est la direction qui est prise aussi en centre-ville. C'est quand même. C'est faisable aussi oui. Je voulais simplement dire que je suis tout à fait d'accord sur ça. Il faut se le dire, c'est-à-dire il y a certains mots. Moi, souvent, vu que j'ai une vision en prenant la place de la voiture, les gens me disent mais il ne faut pas opposer les modes. Les modes, ils ont opposé. Ils ont été opposés, ils sont super opposés. Donc il faut rééquilibrer. Pour rééquilibrer, il faut vraiment mettre beaucoup d'investissements. Il faut arrêter. On dépense 15 milliards d'euros par an pour l'aménagement, réaménagement des routes et ça
ça va grimper, je dis à nouveau. Et on continue à faire des routes, donc à Montpellier, il y a le contournement ouest de Montpellier, il y en a plein, et là c'est aussi notre quinzaine de milliards, voire plus. Et voilà, là on a 250 millions d'euros par an pour le vélo. Donc il y a de la marge. On peut se dire qu'il y a de la marge. On pourrait voilà, se dire que déjà avec l'idée de redonner une partie de la voirie aux vélos, véhicules intermédiaires et piétons, on décroît l'argent qu'on va mettre dans l'entretien des routes. Et on peut aussi se dire certaines routes, on ne va pas les construire parce qu'on a besoin maintenant d'argent pour le vélo. Après, peut-être dans 20 ans, si on se rend compte que finalement il fallait vraiment que ce maillon-là, on l'a attendu pour 50 ans, pourquoi pas l'attendre pour 65, je me dis, ça ne changera pas grand-chose. Nous, pour le vélo, on a attendu bien plus. Alors, je me dis, il y a toujours la possibilité d'en faire après. Mais là, la priorité, ça doit être dans le rééquilibrage, que ce soit vélo et marche. Mais évidemment, on n'a pas parlé des trains, parce que sinon, comme le dit Adrien, on peut en parler, moi je peux parler des mobilités pour 3 heures, on peut aller boire un verre, on en parle. Mais c'est vraiment, en France, il y a trop d'argent sur la voiture et la voirie, et il faut rééquilibrer. Pour donner un exemple concret, je pense que tout le monde aura peut-être entendu parler du projet sur la RN21, où on est en train pour en reparler quand même, on est en train de dépenser 36 millions d'euros pour faire 2 km de 2 fois 2 voies qui sont parallèles à 3 voies existantes. C'est-à-dire qu'entre Saint-Antoine de Ficalba et le Club 47, il n'y aura pas 2, ni 4, ni 6, mais il y aura 7 voies automobiles côte à côte. Et ça, c'est 36 millions d'euros. Et donc, là, le projet était ficelé. Nous, avec nos voies à vélo, notre objectif, c'est, quitte à avoir 7 voies côte à côte, autant en prendre une, au moins, pour la marche et pour le vélo. Mais c'est un exemple d'à quel point il est facile de dépenser de l'argent pour la route. Souvent, il y a une expression qui dit, pour la route, on élargit, pour le vélo, on réfléchit. C'est effectivement souvent le cas. Après, les choses s'améliorent progressivement. Là, le projet RN21, il était ficelé déjà il y a plus de 10 ans, donc c'est juste qu'il n'a jamais été remis en cause entre-temps. Aujourd'hui, on ne se verrait plus faire 2 fois 2 voies, j'espère, on ne se verrait plus faire 2 fois 2 voies en Lot-et-Garonne pour un tel montant, tellement ça apparaît ahurissant pour certains. En attendant, moi je note qu'avec le même argent qu'on dépense entre Saint-Antoine-de-Ficalba et Mont-Valin, on pouvait faire combien de kilomètres de pistes cyclables? Je vous laisse répondre à la question. Peut-être une dernière question de David? Bonsoir. Vous avez évoqué quand même un petit peu la culture du vélo. Et moi j'ai une question, notamment par rapport à la FUB et puis aux associations. Quels sont vos rapports avec le ministère de l'Éducation nationale? Parce que je trouve que dans les programmes qui sont initiés, et notamment sur l'activité sportive et l'éducation physique, les collectivités ont libre recours à accompagner ces programmes-là. Donc c'est souvent des volontés politiques, souvent des sensibilités de techniciens qui portent aussi la voix auprès de nos collègues de l'Éducation nationale sur des apprentissages qui me semblent essentiels et fondamentaux auprès des enfants, qui sont le savoir rouler à vélo, qui sont le savoir nager, qui justement préparent nos futurs citoyens à être en sécurité, vous avez parlé de sécurité, d'ouverture d'esprit. Donc j'aimerais savoir un petit peu les relations que vous avez sur ces programmes qui devraient être obligatoires et aussi sur cet argent. Alors il faut de l'argent pour aménager bien sûr, il faut de l'argent pour investir, pour innover, mais il faut aussi peut-être que l'éducation nationale se donne aussi des priorités et qu'il n'y ait pas un maillage territorial qui devient inégal suivant la force de la collectivité à vouloir ou pas pouvoir, suivant les caractéristiques, à accompagner trop souvent des programmes éducatifs qui peuvent se faire suivant les moyens logistiques que mettent à disposition les collectivités. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, donc, le savoir rouler à vélo, il est financé partiellement donc, par la FUB quand il y a la volonté politique sur les territoires, sinon on peut rien faire en cofinance.
Mais là aussi, c'était une bataille. C'était une bataille à la fois. Déjà, il faut savoir que ces programmes ils sont payés par les C2E. Donc, c'est le concept de pollueur-payeur. Donc, le fait que Total pollue, fait en sorte que lui, il doit donner un peu de l'argent à la collectivité. C'est un concept qu'ils ont inventé, nos amis les Anglais. Ils ont mieux fait le Brantôme qu'avoir l'idée du pollueur-payeur. Mais en tout cas, ça permet d'avoir de l'argent pour faire des choses autour de la transition écologique. Et donc, la FUB, elle a un peu, comment dire, une activité un peu qui devrait être de l'État, on peut se le dire, sur certaines choses, dont le fait de promouvoir le savoir voler à vélo. Donc on a cette partie où donc on cofinance, on a des gens qui se baladent dans les collectivités en essayant de leur expliquer pourquoi c'est très important que les enfants puissent faire du vélo en sécurité. Et on a aussi fait un plaidoyer très fort pour que le savoir voler à vélo, il est le bloc 3. Donc le fait que vraiment on teste sur voilà, est-ce que vraiment l'enfant a compris comment se comporter après sur la route. Ça c'était aussi un plaidoyer très fort. Donc maintenant on va contrer une super idée de faire en sorte que les autres écoles puissent faire le savoir voler. C'est une question qui a été posée, j'espère qu'on va pas. Voilà. Donc nous on est là toujours avec un plaidoyer très fort pour avoir l'argent et pour faire en sorte que ça soit du qualitatif. Donc, mais voilà, dans ces moments, Bercy a récupéré ces 2 œufs. Donc, c'est quelque chose qui nous met aussi en porte-à-feu. Et est-ce que si la FIB ne sera plus là pour le savoir rouler à vélo, est-ce que ça va être repris? En tout cas, nous, on a un plaidoyer très fort au niveau du ministère, beaucoup de ministères, le ministère de l'Éducation, bien évidemment. Et on va avoir une campagne qui a déjà commencé, mais qui va prendre de plus en plus d'ampleur, qu'on a appelée la Vélo Vibe. Et donc c'est pour les collégiens, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la Vélo Vibe. L'idée c'est vraiment de faire en sorte que les collégiens, c'est autour du fait que les collégiens puissent aller à vélo à l'école, et pour leur donner envie, et aussi toucher par contre aussi les parents et les enseignants pour voilà, créer une Vélo Vibe autour de la santé. Et voilà, c'est vraiment le jeu de santé, ça va être mis en avant énormément les parents. Oui, je voulais juste ajouter effectivement que le savoir rouler, comme ça a été dit, suivant les collectivités, il est plus ou moins bien pris en compte. Et je dois quand même dire que sur notre territoire, c'est quelque chose qu'on a pris en main depuis plusieurs années. On était justement hier sur le terrain pour une journée avec l'association Une Voie Vélo. On avait 200 enfants des écoles sur le site de Roger qui ont pu être initiés au vélo dans le cadre de ces opérations de savoir rouler à vélo. Et ça, c'était un one-shot, mais notre action, elle va bien au-delà du one-shot. On a alors 2 types d'opérations sur le territoire aujourd'hui qui sont, à mon avis, vraiment intéressantes. On a, alors, du côté de la mairie de Villeneuve, toute une structure qui accueille finalement chaque année les écoles de la ville, ce qui fait que finalement, au résultat, toute la génération d'élèves sur la commune sera passée, toute celle qui est scolarisée à Villeneuve, sera passée par le savoir rouler à vélo. Sur l'échelle de la ville, c'est quand même quelque chose. Voilà, il y a des moyens qui ont été mis, il y a des animateurs qui ont été mis, il y a du matériel qui a été acheté, il y a un lieu. C'est vraiment quelque chose qui a été vraiment pris en main. Et au niveau de la collectivité, de l'agglomération, on a aussi une opération qui, à mon avis, est particulièrement intéressante. C'est une mise en parallèle du savoir nager et du savoir rouler. C'est-à-dire que les élèves, on propose aux classes qui viennent pour le savoir nager à Gantre, de faire leur session de natation et d'enchaîner ensuite sur une session de vélo. Donc le couplage des deux permet, alors d'une part d'économiser un bus, et surtout de proposer finalement à ces classes qui se déplaçaient déjà pour le savoir nager, d'avoir cette opération sans avoir à déplacer des vélos, à déplacer des équipes. Et ça a été expérimenté un petit peu l'année dernière, et vraiment c'est quelque chose qui, auprès des enseignants, auprès des élèves, fonctionne bien, et je trouve que c'est une idée qui pourrait faire des petits, parce que franchement, c'est un dispositif qui marche et qui plaît. Alors là, je suis assez content qu'on n'ait pas parlé que de voirie, qu'on parle aussi, parce que on va pas lancer le débat, mais changer le vélo, c'est surtout changer les mentalités, changer
changer aussi l'état d'esprit, changer à la fois des automobilistes, se mettre. J'ai bien aimé tout à l'heure la phrase à un moment donné qui dit chaque automobiliste est aussi un cycliste aux Pays-Bas. Et c'est aussi pour ça que, voilà, dans son esprit, il connaît. Et faire connaître. Donc on va parler des ateliers de remise en scène, on va parler de plein de choses, mais qu'on essaie de mettre en place, qu'on essaie de développer. Voilà. Je vais arrêter là, parce que sinon je vais faire un peu. Et je crois qu'on va tous s'arrêter là aussi pour ce soir. Il me semble que c'est l'heure. Merci à tous d'être venus. Je vais juste laisser un petit mot de la fin à notre président pour annoncer les événements de demain. Je voulais juste quand même remercier au nom de l'Aglo, l'association Vélo à Vélo pour l'organisation de cette soirée, pour le partenariat sur la fête du vélo, sur la fête du Tour qu'on a ce week-end, parce que du coup, finalement, à l'arrivée, on ne se sera pas quitté du week-end, parce que demain, on va rebosser ensemble toute la journée. Donc, merci à l'asso. Voilà. Et justement, aux autres assos. Oui, et aux autres assos, merci Patrick. Des étés 5 Et justement, donc, merci à tous et à toutes d'avoir été présents pour ce ciné-débat. La fête du Tour continue demain avec plein d'événements. Le vélo village de 9h30 à 18h sur la place de la Mirmorie. 3 randos à Agen, à Villeneuve, dont une à la petite Villeneuvoise de 30 km pour découvrir le filtre modal de Sainte-Livrade-sur-Oise, mais surtout pour faire le tour entre Villeneuve, Cassenay, Sainte-Livrade et Bias, le tour des voies vertes. Demain sur le vélo village, vous verrez Villeneuve à vélo, vous verrez le rando cloche, le rando VTT de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vous verrez plein d'autres stands comme la librairie Ivresse avec plein de livres autour des thématiques d'urbanisme, des thématiques sportives et des thématiques cyclotouristiques également, et plein d'autres animations. Donc on vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette fête du Tour. Merci Céline d'avoir participé, d'être venue de Montpellier pour ce ciné-débat à Sainte-Livrade-sur-Oise quand même. Changement de strate de population. Merci Faustine pour l'animation du débat, merci Jean pour avoir participé, et merci à toutes et à tous. À demain.